Merci beaucoup de me donner la parole. J'en suis aussi très honoré, donc je me présente légèrement. Je suis quand même licencié en physique, donc j'ai côtoyé un certain nombre de ces milieux de la haute physique, mais comme étudiant, puis ensuite j'ai un peu enseigné. Et je travaille aussi pour le réseau Justice Fiscale et pour Kairos, ce qui est peut-être tout autre chose, mais quand même qui m'a fait réfléchir sur un certain nombre de points. J'ai aussi été dans ces fameux combats des euromissiles dans les années 80, où on avait fait des comités de coordination au niveau bruxellois. Et donc j'ai aussi enseigné dans le secondaire une réflexion sur les sciences et surtout sur l'impact au fond social des sciences et le développement des sciences. Les sciences ne sortent pas de n'importe où ni n'importe comment. Et donc, évidemment, ici, je vais essayer de vous faire brièvement une petite introduction. Je suis très conscient d'ailleurs d'être un peu décalé. Je vais apprendre beaucoup de choses parce que je ne suis plus à la pointe, je dirais, de ce combat, mais j'ai plutôt une réflexion de départ. Alors, ma réflexion de départ sera que, en fait, nous sommes allés avec Pierre, qui est là dans le fond, auprès d'une table où vous trouverez aussi des documents. Nous sommes allés en Allemagne à l'université donc de Attac européenne et nous avons rencontré les gens de Fukushima. Et donc, ça m'a encore plus renforcé dans les idées que j'avais déjà presque au départ. Je dirais que, très brièvement, ce qu'ils nous ont dit, que vous trouvez d'ailleurs dans les documents ici de départ, que vous pouvez relire, qui sont également sur un site de Kairos, c'est « eux et nous ». Alors je vous lis un peu, c'est le texte même de ces personnes japonaises. « Nous sommes en lutte aujourd'hui. Notre ennemi n'est pas la radioactivité et les rayonnements. C'est en fait ce groupe de personnes qui s'efforcent de minimiser les dommages de l'accident nucléaire, accident qui en fin de compte tue des enfants. Ils ont une énorme capacité d'influence et de pouvoir financier auprès du gouvernement et des masses médias qui contrôlent le Japon. » Et de là, ils parlent de « eux et nous ». Alors, ce que je voudrais dire, voilà, c'est que, au fond, tout ça introduit peut-être la question de base du nucléaire, mais d'autres structures qui existent dans nos sociétés, c'est qu'au fond, le nucléaire est devenu une espèce de complexe, c'est-à-dire un ensemble de choses qui relient divers groupes sociaux. Alors, peut-être que tout ça vous est assez familier, mais c'est aussi se rappeler que, oui, ce nucléaire militaire est toujours là. Souvent, on l'oublie un peu, il est masqué par le fait que le nucléaire, c'est de l'électrique, par le fait qu'il y a des experts, par le fait qu'il y a des lobbies qui aussi, évidemment, travaillent à minimiser les choses, par des médias qui sont sous influence. Il suffit de regarder le nombre de publicités pour Electrabel et autres choses qui vous parlent d'un discours non polluant, donc d'un nucléaire propre. Alors, en fait, c'est ça l'idée de départ, c'est qu'au fond, il y a une espèce de système, non pas pour nous dégager de nos responsabilités, mais justement que c'est une espèce de technostructure. J'emploie ce mot-là, j'utilisais ça parfois un peu dans les cours, pour montrer que la science, justement, n'est plus le chercheur isolé dans son laboratoire, mais elle est devenue de plus en plus un phénomène social, de recherche, d'expertise, d'université, des start-up. Le monde économique qui est là derrière et qui attend des profits et qui développe industriellement les découvertes. Le monde politique qui est évidemment là, et ici, dans le nucléaire, il a été associé par le biais de, notamment de la sécurité. Sécurité et indépendance, aujourd'hui énergétique. Et puis, un monde militaire qui est arrivé, historiquement, quand même, je dirais, dans les mallettes de tout cet ensemble. Alors, le système intégré, donc,
je viens d'énumérer, à la fois la science, le monde politique, le monde économique, le monde militaire, qui se regroupent pour défendre quelque chose, c'est évidemment, ça pose des questions à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quels sont encore nos droits là-dedans. Et donc, ce que Fukushima ressent, c'est ce « eux » et « nous », qui fait que c'est seulement maintenant qu'on constate que l'iode n'a pas été distribué de manière, je dirais, réellement efficace à Fukushima, alors que tout le monde, je dirais, en tout cas dans les pays ici, sait qu'il y a des pastilles d'iode à prendre, etc. Bon, c'est un exemple déjà un peu extrême, mais ça montre bien l'écart, le fossé entre des populations et, je dirais, ce système, ce complexe. Donc il y a une distance politique entre les décideurs et des citoyens qui sont des objets. Et évidemment, ça rentre tout à fait dans le système actuel où il y a un certain poujadisme, où on dit les politiques, qu'est-ce qu'on peut en attendre, ou pour aboutir aussi à la théorie du complot. Il y a des gens qui sont là derrière, à penser, etc., des choses. Alors je vais partir simplement comme exemple et point de départ, mais c'est quand même là qu'est né le complexe militaro-nucléaire, c'est aux États-Unis, et de se rappeler que c'est au fond, à la Seconde Guerre mondiale, que s'est créé réellement un complexe militaro-nucléaire. Et ça veut dire que chacun des acteurs, c'est-à-dire donc les 4 que j'ai énumérés tout à l'heure, chacun de ces acteurs a bougé. Et la première démarche n'a pas été une démarche politique ou militaire, c'est une démarche qui est venue des scientifiques. C'est Einstein, c'est Szilard qui ont écrit des lettres. Or, vous savez que Einstein, déjà avant la guerre 40, était reconnu comme un champion de la paix. Il allait en tant qu'Allemand visiter la France, à Paris et tout ça, il était salué comme une icône de la paix. Et donc, c'est lui qui a mis en garde et a dit il faut absolument agir. Et il y a de l'uranium au Congo et en Tchécoslovaquie. Et donc, il a fait un appel à Roosevelt qui, pendant un an et demi, a laissé un petit peu courir les choses jusqu'au moment où ils se sont réveillés et où alors on a mis en route des programmes, en tout cas de réflexion de sécurité nationale sur ce problème nucléaire. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis. Joliot-Curie, par exemple, est venu frapper à la porte de l'Union minière du Katanga et voulait soutirer les stocks d'uranium pour commencer, je dirais, eux aussi, dans la perspective d'une guerre, donc avant 1939. Et vous savez que la Belgique, à l'époque, était neutre et indépendante, et donc on a laissé refuser, les stocks sont restés à attendre tout un temps, jusqu'au moment où, finalement, quand même, de toute façon, les Français étaient partis aux États-Unis pour certains ou à Londres. Alors, il y a enfin, c'est pour montrer que les scientifiques étaient très impliqués dans un certain débat politique, Niels Bohr et Heisenberg se sont rencontrés pendant la guerre et ont discuté à propos d'une éventuelle bombe allemande. On ne sait pas très bien ce qui en est sorti, si je comprends bien, de tout ça, mais n'empêche, Niels Bohr, c'est aussi une icône vraiment, je dirais, du mouvement des recherches scientifiques. C'est l'atome de Bohr. Heisenberg, c'est une autre icône. Et donc, ces gens ont discuté de l'éventualité de projets. Alors ici, j'ai résumé, et ceci, c'est pour moi un petit peu les 4 pouvoirs qui sont en interaction. Alors, je ne reviens pas sur les politiques, c'est Roosevelt, mais c'est aussi Truman qui, lui, va décider de jeter la bombe. Parce qu'on va construire la bombe, mais il faudra la jeter aussi. Il y a les scientifiques qui sont comme mobilisés, c'est-à-dire qu'il y a 140 000 personnes, semble-t-il, qui ont travaillé à ce projet, et 2000 enfermés dans un camp au Nouveau-Mexique, le fameux Los Alamos. Il y a régulièrement eu des démarches donc, des scientifiques à cet égard, et ils se sont laissés, en tout cas, mettre dans une configuration scientifico-militaire. Les militaires ont également eu leur mot à dire, et il y avait des stratégies politiques
comment utiliser tout ça, la défense nationale que fait. Et puis, ne l'oublions pas, évidemment, tout ça repose sur l'industrie, et donc on a fait appel à toute une série de grandes sociétés, et même, évidemment, à long terme, au-delà du processus maintenant du projet Manhattan, qui a donc débouché sur le fait de jeter des bombes à Hiroshima et Nagasaki, il y a eu finalement des grandes sociétés donc, qui ont été impliquées là-dedans et qui en ont tiré progressivement de grands bénéfices, et quelques-unes sont énumérées ici. Voilà un peu, en tout cas une première phase, c'est le projet Manhattan. Alors évidemment, après la guerre 40, qu'allait-on faire de tout ça? Alors, il y a eu en tout cas une piste civile qui s'est développée, c'est-à-dire qu'on a commencé à dire, mais au fond, on pourrait quand même faire avec ça aussi de l'électricité, produire de l'énergie électrique. Et donc, on s'est beaucoup intéressé évidemment aux mines d'uranium, au-delà du Congo et au-delà de la Tchécoslovaquie, entre guillemets. Les États-Unis se sont tournés vers le Canada, l'Afrique du Sud, et évidemment, les pays qui étaient plus ou moins impliqués ont dit tous, ben, on est d'accord, mais en échange, il faudra alors qu'on puisse accéder aussi à cette énergie nucléaire. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que ces pays n'accèdent pas directement. Il faudra attendre 1954, par exemple, pour que finalement, on ouvre les secrets nucléaires à un certain nombre de pays. Donc ça montre très bien comment l'énergie nucléaire est très militaire au départ et se civilise, si on peut dire, tout doucement à partir de là.